Régulièrement, oncle Walter quitte sa campagne pour rendre visite à son neveu et à sa nièce, Marius et Galatea Danby, qui habitent la ville. Les Danby ne changent rien à leurs habitudes pendant le séjour de leur oncle chez eux. Ils se contentent de lui offrir le gîte et le couvert. Mais s'il est facile de satisfaire le premier, il n'en va pas de même pour le second. En effet, boire et manger sont d'une importance capitale pour le vieil homme, à tel point qu'il n'est pas exagéré de dire qu'oncle Walter a deux vices, la gourmandise et l'alcool. S'il n'avait que ces vices, on pourrait à la rigueur les lui pardonner. Mais il en a un autre, plus odieux encore, et qui, de surcroît, aggrave les précédents. L'avarice. Comment satisfaire en effet sa boulimie et son alcoolisme sans entamer son patrimoine? Une seule solution? Vivre en pique-assiette. En fait, si Marius n'aime pas l'oncle de sa femme, ça n'est pas seulement pour ce qu'il lui coûte, mais surtout à cause de son 1m90 et de ses 120 kilos. Marius, qui ne mesure que 1m65 et pèse 75 kilos, se sent tout petit à côté de lui. « Mon oncle n'est qu'un sale parasite », lance Galatea Danby. « Tout ce qui l'intéresse, c'est boire et manger à l'œil. »« Eh ben tant mieux », répond Marius. « S'il continue ainsi, grâce à nos bons soins, il ne tardera pas à mourir. Et comme tu es son unique héritière, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que sa vie soit la plus courte possible. »« Oh, il mourra après nous, tu verras », dit Galatea. « Et même si ça n'est pas le cas, j'ai bien l'intention de toucher cet argent quand je suis encore assez jeune pour en profiter. » Eh ben, débarrasse-toi de lui. Je finirai peut-être par le faire. La réponse de sa femme arrache un sourire à Marius. L'idée que Galatea, si menue, puisse éliminer un homme de la corpulence d'oncle Walter est invraisemblable. « Je ferais mieux d'aller le chercher, » déclare-t-il. « Je vais m'occuper du repas, » dit Galatea. « Assure-toi seulement que nous ne manquons ni d'apéritif ni de liqueur. Je me demande combien de temps il va nous exploiter cette fois. »« Pas longtemps, » assure Galatea, un sourire aux lèvres, tandis que son mari quitte la pièce. Lorsque Marius le rejoint, oncle Walter arpente le hall de l'aéroport avec impatience. « J'attends depuis une demi-heure, » grogne-t-il en voyant son neveu. « J'ai faim. J'espère que Galatea m'a préparé un dîner copieux. » « Ne vous a-t-on pas servi un bon repas dans l'avion ? » ?»« Bah, un simple encas. Et les boissons sont en supplément. Qu'est-ce que t'as comme voiture ? » ?»« Un cabriolet sport. C'est une petite voiture rapide qui consomme peu d'essence. Allons-y. » »« On dirait un joujou. J'arriverai sans doute pas à y entrer. »« Mais si, mon oncle, mais si. Sinon, vous serez obligé de prendre un taxi. » Oncle Walter réussit à s'asseoir sur le siège du passager, les jambes repliées sous la poitrine et le menton sous les genoux. « Qu'est-ce que Galatea m'a préparé ?» demande-t-il avant même d'avoir franchi le seuil de la porte. « Rosebif purée, vous allez être traité en roi. »« Ah, j'espérais un repas plus original, mais votre maison n'est pas réputée pour sa cuisine. Enfin, ça ne sera peut-être pas si mal après tout. » Il se tourne vers Marius. « Tu caches sans doute une bouteille dans un coin. »« Oh oui, mon oncle, plus d'une même. Vous n'aurez que l'embarras du choix. »« Je prendrai du whisky. Et ne t'inquiète pas pour les amuse-gueules. La bouteille suffira. » Marius apporte la bouteille et oncle Walter se sert une bonne rasade. « Ça aiguise l'appétit. Tu peux me laisser seul, Marius. J'ai une compagne maintenant. » Marius sait que son oncle, à l'exemple des seigneurs d'autrefois, est capable de passer plusieurs heures à se restaurer, buvant et mangeant à lui seul, ce qui suffirait à 4 personnes. Il file à la cuisine. « Il est au mieux de sa forme », annonce-t-il en refermant la porte derrière lui. « Sacré vieux Walter, il va boire jusqu'à ce qu'il s'écroule, et demain il voudra qu'on l'emmène dîner dans le meilleur restaurant de la ville. » Peut-être ne sera-t-il pas en état d'y aller, dit Galatea. Ah, il sortirait de sa tombe pour profiter d'un repas à l'œil. Galatea pose violemment la casserole sur la table de la cuisine. C'est bien ce qu'il pourrait avoir à faire.
Marius éclate de rire. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu veux l'empoisonner? J'en ai l'intention. Marius rit de plus belle. Dans ces conditions, je te le confie. Appelle-moi si tu as besoin d'aide pour te débarrasser du corps. Entendu. Marius, hilar, traverse le salon où oncle Walter déguste un deuxième whisky. Bientôt, il faudra s'occuper de son cadavre. Galatea, parfois, fait preuve d'un étrange sens de l'humour. Comme on n'a pas besoin de lui, il monte se coucher. La pression d'une main sur son bras le tire de son sommeil. « Oncle Walter nous a quittés », souffle Galatea, tandis qu'il ouvre les yeux. « Eh ben tant mieux. Qu'est-ce qui l'a fait partir? Ta cuisine ou mon whisky? Il n'est pas parti. Il est toujours là, » répond Galatea. « Il est mort. » Marius se redresse, tout à fait réveillé. « Donc tu plaisantes? Va voir toi-même. » Walter est affalé sur la table de la salle à manger, la tête reposant entre une assiette à moitié pleine et une bouteille de whisky à moitié vide. « Non, il n'est qu'endormi, » déclare Marius. « Il ne risque pas de se réveiller, » répond Galatea. Marius prend le pouls de son oncle. Rien. Mais il n'est toujours pas convaincu de sa mort pour autant, d'autant qu'il n'est pas sûr d'avoir tâté au bon endroit. Appelons une ambulance. Galatea fait non de la tête. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Pourquoi? Il a trop bu et trop mangé. Il est sans aucun doute mort d'une crise cardiaque. Tu sais que les maladies de cœur sont héréditaires dans ta famille. Une crise cardiaque? Tu veux rire, mon pauvre Marius? Je t'ai dit que j'allais le tuer et je l'ai fait. Et tu t'y es prise comment? Oh, c'est tout simple. Je n'ai fait qu'imiter cette femme dont l'histoire était racontée dans le journal. Pour résoudre ses problèmes conjugaux, elle a pilé tous les somnifères de sa pharmacie et les a mélangés dans l'assiette de son mari. Mais j'ai fait pareil avec la purée. Oncle Walter n'a pas résisté à ce cocktail de médicaments et d'alcool. Il ne s'est pas plaint du goût. Parfois, ça sert d'avoir une réputation de mauvaise cuisinière. Marius laisse échapper un soupir. Oh, franchement, j'aurais aimé que tu me consultes avant d'en arriver là. Comment envisages-tu de te débarrasser du corps maintenant ? Difficile de répondre de but en blanc à une question pareille. Cette fois-ci, il semble bien qu'oncle Walter, ce pique-assiette avare qui aime tant boire et manger à n'en plus pouvoir chez les autres, ait pris son dernier repas, préparé par les bons soins de sa nièce. Mais se débarrasser de son corps encombrant n'est pas une mince affaire, constatent Galatea et Marius Damby. Dans le mariage, les responsabilités sont partagées. J'ai fait ma part de travail, Marius. À toi le reste. Enterre-le où il te plaira, dans la cave ou ailleurs. Ah, dans la cave, c'est exclu, dit Marius. Le sol y est recouvert d'une chape de béton. Quant au jardin, il n'est pas question que je saccage mes rosiers pour oncle Walter. Eh bien, ce soir, on le chargera dans la voiture et on l'abandonnera quelque part. D'accord, Galatea, d'accord, mais où ? En général, quand la police découvre un cadavre, c'est dans un terrain vague ou dans une rivière. Si les professionnels du crime se débarrassent de leurs cadavres dans ces endroits, faisons comme eux. Ils connaissent leur métier. Oui, encore faut-il réussir à le bouger. Marius se penche sur oncle Walter et essaie en vain de le soulever. Ah, il va falloir que tu m'aides. Après plusieurs minutes d'un effort soutenu, Galatea et Marius parviennent à faire glisser leur oncle sur le sol. Haletant, Marius se redresse. Je crois pas qu'on réussira seul à le porter jusqu'à la voiture. Il faut l'installer sur la brouette. Oh, je l'ai prêté au voisin hier, dit Galatea. Mais j'ai une idée. Elle s'éclipse et le soir venu, revient avec un chariot de supermarché.
Marius fronce les sourcils. Mais jamais il n'entrera là-dedans. On n'a qu'à le mettre à califourchon. Ouais. Aide-moi à le relever. On va essayer. Oncle Walter semble encore plus lourd. Et le chariot ne cesse de changer de place. Après une lutte acharnée, ils réussissent à l'installer, la tête renversée sur la barre de direction, les bras en croix et les jambes pendantes à l'extérieur. Sous le poids du corps, la roulette avant du chariot se tourne systématiquement dans la direction opposée à celle choisie par Marius. Avec bien du mal, il parvient quand même à pousser le corps jusqu'à la voiture. Mon Dieu, mais il n'entrera jamais. De toute évidence, le coffre du cabriolet n'est pas conçu pour recevoir une masse aussi importante que le corps d'oncle Walter. Je t'avais dit de ne pas acheter ce cabriolet sport, Marius. Je savais que c'était une erreur, mais monsieur voulait jouer les Fangio. Bon, on va l'asseoir sur le siège avant. Après tout, c'est à cette place qu'il est arrivé ici. Mais où je vais me mettre, moi? Tu peux pas le porter tout seul. On va se débrouiller. T'as qu'à t'installer ici, dit Marius en tapotant le couvercle de la malle arrière. Si oncle Walter est trop gros pour qu'on l'y mette, toi, en revanche, tu devrais t'y sentir à l'aise. Dans le coffre? Interroge Galatea, incrédule. Mais jamais de la vie. T'as qu'à t'y mettre, toi. Moi, je vais me mettre au volant. Oh, Galatea, tu sais très bien que tu es incapable de conduire cette voiture. Tu sais même pas changer les vitesses. Soudain, le chariot se met à rouler, entraîné par la pente. Quand Marius s'en aperçoit, il a déjà quitté l'allée et descend la rue en prenant de la vitesse. Marius se lance à sa poursuite. Du fait du poids d'oncle Walter et de la déclivité, le chariot conserve une confortable avance. Marius, courant de toute la force de ses petites jambes, le voit filer devant les maisons silencieuses et obscures, franchir un croisement, puis accélérer sa course en s'engageant dans une brusque dépression de la chaussée. Jamais il ne le rattraperait si la pente était plus longue, mais heureusement, elle s'interrompt pour faire place à une petite montée. Miraculeusement, le chariot ne se renverse pas. Essoufflé, Marius finit par le rejoindre et le pousse sur le bas-côté. Aucune maison à cet endroit. Les promoteurs ne sont pas encore passés par là. Il se retourne et pousse un soupir exaspéré. Il n'aura jamais le courage de pousser oncle Walter dans la côte et il ne veut pas risquer d'être aperçu par un voisin insomniaque. Soudain, on distingue le grincement d'une boîte de vitesse qui déchire le silence de la nuit. Marius tressaille. Sa femme n'a jamais su manier le changement de vitesse. Le cabriolet descend par bonds successifs, le moteur rugissant, tout phare allumé. « J'ai pensé qu'il valait mieux t'amener la voiture », dit Galatea, en même temps que le moteur cale. « Excellente idée », répond Marius. « Aide-moi à transporter oncle Walter dans la voiture avant qu'on l'aperçoive. »« Il est coincé », dit Galatea d'une voix étranglée. Dans la descente, avec les secousses, le corps de Walter a glissé au fond du chariot. Il n'y a qu'un seul moyen de l'extraire, faire basculer le chariot sur le côté. Un bruit de ferraille et le corps roule par terre. Désolé, oncle Walter. Prends-le par un bras, commande Marius à Galatea. Je le prendrai par l'autre. Galatea tirant d'un côté et Marius poussant de l'autre, ils finissent par asseoir oncle Walter à la place du passager. « Attache-le avec la ceinture de sécurité » souffle Marius, haletant. « Sinon, il va tomber sur moi quand je conduirai. » Harnaché, la tête entre les épaules, oncle Walter semble dormir. « Parfait. On laisse le chariot ici. Monte dans le coffre. »« Non. Écoute, tout est arrivé par ta faute. La moindre des choses à présent serait que tu te montres coopérative. Monte dans le coffre. » Galatea finit par s'installer le plus confortablement possible. Marius referme le capot et s'assoit au volant. Ses mains tremblent. Son ventre lui fait mal. Il ne souhaite qu'une chose, se débarrasser au plus vite d'oncle Walter. Il y a une décharge publique à 3 kilomètres, le long de la voie de chemin de fer. On y accède par une petite route sans issue. Marius roule lentement et prudemment le long des rues silencieuses. Les voitures de police dans ce quartier ont la réputation d'attendre leur proie tapie dans l'ombre, tout feu éteint. Or, Marius ne veut courir aucun risque. Il s'engage sur une avenue bien éclairée,
parvient à un carrefour et, les feux de circulation passant au rouge, il s'arrête. Du coin de l'œil, il repère ce qu'il redoute. La carrosserie blanc et noir d'une voiture pie de la police garée dans une rue transversale. Marius sourit. Les policiers n'ont aucune raison de l'interpeller. Le feu passe au vert, il démarre. Mais les appels brefs et stridents de la sirène du véhicule de police lui signalent qu'il doit s'arrêter. Le policier, seul au volant, doit se pencher pour regarder par la vitre latérale de son véhicule. « J'ai fait quelque chose de mal ?» interroge Marius. « Non, non, rien, monsieur, » répond poliment le jeune policier. « Je voulais seulement vous signaler qu'un de vos feux arrière est éteint. » Marius se détend. Sans doute, Galatea a-t-elle involontairement arraché un fil avec son pied. « Merci, monsieur le policier, je le ferai réparer demain. » Le policier se penche davantage pour mieux voir oncle Walter. « Il est malade, votre ami ?»« Il est saoul, je le raccompagne chez lui. »« Son état semble sérieux, » dit le policier. « Il a bu comme un trou, mais il va bien. Il est simplement ivre-mort. » « Il aura fêté un événement important ?»« Oui, le départ de sa femme. Elle l'a quitté. » Le policier sourit. « On est arrivé !» s'enquiert une voix étouffée. Le sourire du policier s'évanouit. « Qu'est-ce qu'on entend là ?»« Hein ? Rien ?» répond Marius. « Laisse-moi sortir !» implore la voix. « Alors vous n'allez pas encore me dire que vous n'avez rien entendu ?» lance le policier méfiant. C'est simplement ma femme. Elle est dans le coffre. Dans le coffre ? Bah oui. Où voulez-vous qu'elle s'assoie ? Ouvrez-le, ordonne le policier, la main sur la croche de son revolver. Marius descend de la voiture et s'approche de la malle arrière dont il soulève le couvercle. Galatea apparaît. Elle cligne des yeux dans la lumière. « Oh !» fait-elle doucement en apercevant le policier. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demande ce dernier. « Eh ben, je vous l'ai dit, » intervient Marius. « Elle voulait venir avec nous, mais il n'y a pas assez de place assise. »« C'est vrai, ça ?» demande le policier à Galatea. Elle acquiesce de la tête. « Ah, ben, j'ai encore jamais vu quelqu'un voyager dans le coffre d'une voiture de son plein gré. Ça se fait pas, ça. » « À ma connaissance, » rétorque Galatea en se réinstallant dans la malle arrière, « à ma connaissance, il n'y a aucun texte de loi qui interdise de voyager dans le coffre de sa voiture si on le souhaite. Allez, chérie, ferme le capot et partons. » Je ne cesse de rencontrer des cinglés dans ce métier. Je crois qu'un jour, je quitterai la police. Bon, allez, filez. Marius démarre et maugré. Ah, en vie, oncle Walter n'était qu'une source de désagréments et d'ennui. Mort, c'est encore pire. Un bon kilomètre plus loin, il tourne dans une rue et s'arrête. Aucune voiture de police en vue. Il redémarre. Bientôt, des silhouettes étranges apparaissent dans le faisceau des phares. C'est la décharge publique. Quand Marius estime qu'ils sont suffisamment avancés, il arrête le moteur, ouvre la malle arrière et aide sa femme à en sortir. Posant le pied à terre, elle jette un regard autour d'elle et frissonne. « C'est sinistre ici. Allez, Galatea, aide-moi à le décharger et filons. » Il pousse oncle Walter à l'extérieur du véhicule. « Ça m'embête de le laisser ainsi par terre, dit Galatea. C'est quand même mon oncle. » Ah bah il est bien temps d'y penser. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre pour lui? Puis d'ailleurs, il s'en fout. On pourrait peut-être l'installer de façon plus décente. Je crois qu'on ferait surtout bien de filer au plus vite avant d'être repéré. Non mais regarde, Marius, on pourrait le mettre là-dedans. À quelques mètres, la masse blanche d'une baignoire reflète la clarté des étoiles. C'est comme un lit, remarque Galatea. Mieux qu'un cercueil. Marius soupire. Péniblement, il transporte oncle Walter jusqu'à la baignoire et l'y dépose, les mains jointes sur la poitrine.
Il est bien ici, dit Galatea. Il a l'air en paix. Oui, ben, dans une minute, je serai dans le même état si nous restons plus longtemps ici, se plaint Marius. J'en ai mon compte pour cette nuit. Rentrons nous coucher. Quand on le retrouvera, on nous interrogera, il faudra répondre. Rien de plus facile. On attendait oncle Walter, mais il n'est jamais arrivé. Il aura été agressé sur le chemin qui va de l'aéroport à chez nous. Le lendemain matin, Marius somnole encore quand il entend le martèlement de la pluie sur le toit. Le pauvre homme doit être trempé jusqu'aux os, se dit-il en souriant, alors qu'il imagine oncle Walter dans sa baignoire. Il vide sa seconde tasse de café quand la sonnette retentit, le faisant sursauter. À cette heure, personne, absolument personne, n'a de raison de venir les voir. Il ouvre prudemment. Le torse imposant d'un policier se dresse dans l'encadrement de la porte. Derrière lui, il aperçoit une autre silhouette. « Bonjour, Marius !» lance oncle Walter, le visage mouillé et sale, fendu par un large sourire. « Vous connaissez cet homme ?» questionne le policier. « Oui » fait Marius. On devrait lui infliger une amende pour ivresse sur la voie publique et mauvaise conduite. Mais pour cette fois, on ferme les yeux. Surveillez-le. S'il recommence, il s'en tirera pas aussi bien. Le policier porte la main à son chapeau et s'éloigne. Oncle Walter pousse la porte de l'épaule. J'ai cru que j'allais devoir t'appeler pour me faire sortir, mais j'ai fini par les convaincre de me libérer. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Demande Marius ahuri. Oncle Walter soupire. Conséquence de mon grand âge, je suppose. Ça se produit lorsque j'ai un peu trop bu. Je sors, j'erre de rue en rue et retrouve mes esprits dans les endroits les plus inattendus. Vous ne vous êtes pas demandé où j'étais passé ? Si, nous avons pensé que vous étiez allé prendre l'air, balbutie Marius. Tu sais où je me suis retrouvé ? Dans une baignoire, au milieu d'une décharge publique. J'ai dû m'y étendre pour me reposer un peu. C'est la pluie qui m'a réveillé. Je m'étais mis à marcher quand une voiture de police m'a ramassé. Bon, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, où est-ce qu'elle est, ta bouteille de whisky ? On entend Galatea descendre l'escalier. Quand elle aperçoit oncle Walter, elle pousse un cri strident, porte la main à sa gorge, tombe la tête la première et dévale les marches jusqu'au bas de l'escalier. Marius se penche vers elle. « Relève-toi, c'est seulement oncle Walter. »« Qui arrive à point pour le petit déjeuner » ajoute celui-ci. Marius observe la jeune femme de plus près et lui tapote doucement les joues. « Galatea !» Elle reste immobile. Oncle Walter se penche à son tour sur sa nièce. Elle a pas l'air bien. On dirait même qu'elle est morte. Sans doute le cœur. J'ai une maladie de famille. On devrait la transporter dans un endroit confortable. Une baignoire, par exemple. C'est très confortable, une baignoire.
Edgar Kraft est de mauvaise humeur, de très mauvaise humeur. La veille, il n'a pas eu beaucoup de chance aux courses. Les $200 qu'il a joués sur Little Sarah se sont envolés en fumée quand cette farceuse, en tête au dernier virage, s'est mise à galoper furieusement. Bien sûr, elle a été rétrogradée à la 4e place et Edgar n'a eu qu'à déchirer son billet et à rentrer chez lui les poches vides. Avant de se coucher, il a bu 2 scotch bien tassés et ce matin, son crâne lui fait mal. Encore mal réveillé, il descend dans le hall prendre son courrier dans sa boîte. Derrière la petite porte métallique, il trouve 4 lettres. Les 3 premières sont des factures qu'il n'a aucunement l'intention, ni la possibilité d'ailleurs, de payer. Elles rejoindront les autres qui s'entassent dans un tiroir de son secrétaire. Dans la 4e enveloppe, il ne trouve pas une facture, ni une réclamation de l'inspecteur des impôts, ni une menace de saisie sur sa voiture. Non, rien de tout cela. Mais un simple message dactylographié, bien au centre d'une grande feuille de papier machine ordinaire. Il lit. Monsieur Joseph H. Neyman. Quand cet homme mourra, vous recevrez $1000. Kraft ne trouve pas la plaisanterie très drôle. Quand on a perdu tant d'argent la veille à cause d'un trotteur fantasque qui s'est fait déclasser dans la ligne droite, on n'a pas le sens de l'humour très développé. Il considère le document d'un œil morne, l'inspecte soigneusement pour voir s'il ne porte pas d'autres inscriptions susceptibles de lui donner un indice sur l'identité de l'expéditeur. Mais non, il n'y a rien. Rien. Edgar Kraft ramasse l'enveloppe qu'il avait froissée en boule et jetée sur le sol afin d'ennuyer la concierge. Elle ne porte que son nom, son adresse et les coups de tampon de la poste. Edgar grommelle quelques épithètes bien senties à l'adresse de ces crétins qui perdent leur temps à faire des plaisanteries stupides. Puis il déchire messages et enveloppes et les jette dans la poubelle. Au cours de la semaine qui suit, Kraft a bien autre chose à faire qu'à penser à cette histoire. En dehors des interminables heures de bureau, il y a la lecture des journaux de course et toutes les supputations et les espoirs qu'elle engendre. Et puis, le percepteur le convoque pour lui demander à quelle date il compte s'acquitter de son arriéré d'impôt. Enfin, tout cela occupe l'esprit. D'autant qu'il n'a aucune raison de s'intéresser à cette stupide missive puisque ce Joseph H. Neyman est un parfait inconnu pour lui. Le samedi, il retourne aux courses et gagne $30, ce qui n'est pas fameux, mais peut signifier que sa chance est en train de tourner. Hélas, le dimanche, il perd $23, de sorte que lorsqu'il reçoit la seconde lettre, il n'est pas en de meilleures dispositions que la première fois. Il l'ouvre sans trop faire attention et 10 billets de $100 tout neufs s'échappent de la grande feuille blanche sur laquelle est simplement dactylographié bien au centre le mot « Merci ». Edgar Kraft ne fait pas tout de suite le rapprochement avec le premier message. Il se demande ce qu'il a bien pu faire qui vaille ses remerciements, surtout accompagné de $1000. Il a beau se creuser la cervelle, il ne trouve pas. Enfin, il se souvient de la lettre. C'était bien $1000 qu'elle lui promettait s'il tuait ce type, comment il s'appelait déjà? Ah oui, Joseph H. Neyman. Edgar, abasourdi, contemple les billets, puis il les fourre dans un tiroir de son secrétaire et sort précipitamment. Il court jusqu'au kiosque le plus proche et achète le journal local. À la rubrique nécrologique, il trouve l'annonce de la mort d'un certain Joseph Henry Neyman, demeurant 413 Park Place, survenu la veille à l'hôpital départemental des suites d'une longue maladie. Obsèque dans la plus stricte intimité, ni fleur ni couronne. Un homme simple, ce monsieur Neyman, et qui a su mourir au bon moment. Edgar ne cherche pas trop à savoir pourquoi une telle somme lui échoit. À peine pense-t-il à un quiproquo ou à la lubie d'un original. Cet argent, ces beaux billets craquants et neufs, il en a trop besoin.
Il paie le versement mensuel pour sa voiture et calme la grogne du percepteur par un acompte raisonnable. Il règle aussi quelques factures en retard de celles qui sont au-dessous de la pile dans le tiroir de son secrétaire. Certes, il doit encore pas mal d'argent à droite et à gauche, mais ces billets tombés du ciel lui permettent de respirer un peu. Quelques jours plus tard, quand arrive une nouvelle lettre, Edgar reconnaît tout de suite la frappe de la machine sur l'enveloppe. Il la tourne et la retourne entre ses doigts comme un enfant retarde le moment d'ouvrir le cadeau qu'on vient de lui offrir. Mais Edgar n'a pas l'esprit aussi tranquille qu'un enfant. Sans qu'il se le soit encore vraiment formulé, il craint que son bienfaiteur anonyme n'exige tôt ou tard quelque chose en contrepartie des $1000. C'est vrai, l'argent se gagne. Il sait cela depuis sa plus tendre enfance. Pourtant, la lettre ne fait aucune allusion à la somme versée. Non, c'est à nouveau une feuille de papier machine portant, à quelques détails près, le même message dactylographié. Monsieur Raymond Andersen, quand cet homme mourra, vous recevrez $2000. Edgar remarque tout de suite que la somme a augmenté. Et un brusque sentiment de peur le saisit. Mais qu'est-ce qu'on lui veut exactement? Ça cache très certainement une histoire pas très claire et des ennuis à la clé. Précipitamment, il fourre la lettre dans un tiroir et décide d'oublier cette histoire. Après tout, il ne souhaite absolument rien de fâcheux à ce monsieur Raymond Andersen. Il n'a jamais entendu parler de lui, et il n'est pas homme à souhaiter la mort de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Pourtant, les jours suivants, chaque matin, il se précipite pour acheter le journal et la première chose qu'il consulte, c'est la rubrique nécrologique. Tout en se répétant « Je ne lui veux aucun mal », il cherche le nom de monsieur Raymond Andersen, ne le trouve pas et en éprouve une grande déception. Après tout, se dit-il pour justifier sa réaction, après tout, s'il arrivait malheur à ce monsieur Andersen, pourquoi est-ce que j'en tirerais pas profit? C'est pas pour autant que je ferai la moindre chose pour hâter son décès. Le 6e jour, le nom tant désiré se trouve enfin sur la liste des morts. Monsieur Andersen était un homme très âgé, décédé dans son lit après une longue et pénible maladie. La joie et la honte se mêlent dans le cœur d'Edgar Kraft. Mais pourquoi la honte? N'a rien fait après tout. Oui, mais pourquoi recevrait-il de l'argent pour cela? Non, c'est impossible. Impossible, un tel miracle ne peut pas se reproduire. Le lendemain, pourtant, la lettre arrive avec les $2000, accompagnée du même message laconique. Merci. Merci. Pourquoi? Edgar n'en a pas la moindre idée. Mais il contemple avec fascination les beaux billets tout neufs, puis les compte et les recompte pour le plaisir. Jamais encore il n'a eu une telle somme à sa disposition. Cependant, au bout de 3 semaines, Edgar commence à s'inquiéter, car aucune nouvelle lettre n'arrive. Au bureau, il ne songe qu'à cette mystérieuse correspondance et son travail s'en ressent. Et puis, comment effectuer de bon cœur un travail qui ne vous rapporte que $12 000 par an, alors que les lettres lui ont déjà fait gagner, sans rien faire, le quart de cette somme? Un mois s'est écoulé quand, enfin, un matin, il aperçoit l'enveloppe si reconnaissable parmi un tas de publicités. Fébrilement, il la décachette. Monsieur Claude Pierce, quand cet homme mourra, vous recevrez $3000. $3000. Ça devient vraiment une mine d'or. Il ne reste plus qu'à attendre.
Bien sûr, c'est vraiment gênant de guetter avec impatience la mort de quelqu'un, même si on ne le connaît pas. Edgar se tient le raisonnement habituel pour combattre ce sentiment de honte. À nouveau, il achète le journal chaque matin et se jette fébrilement sur la rubrique nécrologique. Il est de plus en plus impatient. Pour tromper le temps, Edgar Kraft décide de mener une petite enquête. Claude Pierce est un ancien sénateur qui connut son heure de gloire il y a une vingtaine d'années. Edgar cherche son nom dans l'annuaire et téléphone à son domicile. « Monsieur Pierce est à l'hôpital », lui apprend une voix de femme. « Qui il demande ?»« Merci », se borne à répondre Kraft avant de raccrocher. Bien sûr, il aurait dû s'en douter. L'homme est malade. L'après-midi, il téléphone à l'hôpital et demande des nouvelles de Monsieur Pierce. On lui passe le service de grande chirurgie où une infirmière l'informe que l'état de l'ancien sénateur peut être considéré comme satisfaisant. Edgar raccroche avec un petit sentiment de déception, mais il se rassure aussitôt. Bon, se dit-il, il va avoir une complication post-opératoire puisqu'il est condamné, puisque, en quelque sorte, la lettre a décidé sa mort. Comme le nom tant désiré n'apparaît décidément pas dans la rubrique nécrologique, Edgar téléphone de nouveau à l'hôpital, où une infirmière l'informe que le malade se remet parfaitement bien et qu'il doit sortir dans 1 jour ou 2. Alors ça n'arrange pas mes affaires, songe Kraft. Mais que peut-il faire? Rendre visite à Monsieur Pierce et trouver un moyen pour renverser le cours des choses? Débrancher un appareil, peut-être? L'étouffer? Edgar se laisse aller à imaginer des tas de solutions sans avoir vraiment l'intention de les mettre à exécution. Il n'est pas un tueur tout de même. Non, ce qu'il faut, c'est se changer les idées. Il décide d'aller à nouveau tenter sa chance aux courses, car les fonds commencent à baisser. Il perd $56. 56 $ et peste contre ce satané Pierce qui ne veut pas mourir. Mais c'est lui qui lui porte la poisse. Ah, si un malheur pouvait lui arriver... Malgré lui, cette idée tourne dans sa tête. Voyons, en s'y prenant bien, avec le maximum de précaution, exécuter ce sale boulot ne serait pas tellement dangereux. Personne ne pourrait se douter qu'il a un intérêt au décès de cet homme et la police ne songerait jamais à l'impliquer. Oh non, il peut pas faire ça. Non, c'est un geste trop ignoble. À nouveau, il se répète qu'il n'est pas un tueur. Eh ben tant pis, il se passera de ses $3000. D'ailleurs, il y sera bien forcé. Edgar Kraft n'a vraiment pas le moral en rentrant chez lui. Il prend un grand verre de bourbon pur et l'avale presque d'un trait. Il sombre ensuite dans un lourd sommeil sans rêve. Le lendemain, il se réveille en retard et téléphone au bureau pour prévenir qu'il est malade. Une petite promenade lui fera le plus grand bien. Dans la rue, son crâne résonne comme s'il était complètement vide. Il a l'impression de marcher dans un épais brouillard. Pourtant, en passant devant un kiosque, ses yeux accrochent un gros titre sur le journal local et il reçoit comme un coup à l'estomac. Cette nuit, Claude Pierce, ancien sénateur de l'État, est mort à son domicile, foudroyé par une crise cardiaque. Edgar s'empare du quotidien et lit l'article. C'est bien ça. Sa femme l'a trouvé ce matin gisant sur le tapis de son bureau. C'est pas gratuit, lance la vendeuse. Kraft jette une pièce et poursuit son chemin. Il lit et relit cet article qui signifie qu'il va bientôt recevoir $3000. Le salaire de la mort lui parvient comme prévu le lendemain matin. 30 billets de $100 dans une grande enveloppe et toujours ce « merci » perdu au milieu de la grande feuille blanche. Kraft serre les billets entre ses doigts. Il souhaite sincèrement que ce seront les derniers. Cette fois,
l'argent va lui permettre de payer presque toutes ses dettes. Il se promet de repartir du bon pied. En calculant bien, il pourra même mettre un petit pécule de côté. Ce qu'il faut, c'est changer de vie, ne plus aller aux courses si souvent et ne miser que des sommes raisonnables qu'il aura fixées à l'avance. Alors qu'Edgar ressasse ses bonnes résolutions, la nouvelle lettre arrive très vite. Cette fois, la personne désignée se nomme Monsieur Léon Denison. Et la récompense promise est de $4000. Kraft décide de détruire cette lettre et toutes les autres qu'il a gardées dans un tiroir. Mais pourquoi n'y a-t-il pas pensé plus tôt d'ailleurs? Une à une, il les enflamme dans un grand cendrier et les regarde brûler. Mais Edgar n'a pas oublié le dernier nom. Léon Denison. Léon Denison. Léon Denison. Ce nom résonne dans sa tête à le rendre fou. Il a la migraine. Il prend 2 comprimés d'aspirine. Mais ça ne lui fait pas le moindre effet. Il marche de long en large dans son salon en murmurant ce nom maudit. Brusquement, il n'y tient plus et s'empare de l'annuaire. Vivement, il le compulse. Voyons, Denison, voilà. Léon Denison. C'est un avoué. 2 numéros de téléphone sont indiqués, celui de son appartement et celui de son étude. À l'appartement, personne ne répond. À l'étude, une secrétaire indique que M. Denison est en conférence. Kraft s'empresse de raccrocher en bredouillant qu'il rappellera plus tard. Cette fois, l'homme désigné semble être en parfaite santé. À moins que le généreux correspondant ne possède des renseignements confidentiels indiquant le contraire, les $4000 promis ne sont pas près de lui parvenir. C'est très bien comme ça, se dit Edgar Kraft. Pendant quelques secondes, il se sent soulagé, puis, irrésistiblement, il se met à échafauder des plans. Que va faire Edgar Kraft? Il s'est habitué à recevoir ces beaux billets tout neufs sans rien avoir à faire. Et il voudrait bien que ça continue. Mais cette fois, ne devra-t-il pas mettre la main à la pâte, comme on dit? $4000, c'est bien tentant. Edgar Kraft reçoit des lettres mystérieuses. Si tel homme meurt, vous recevrez telle somme, disent-elles en substance. 3 fois, la mort fait son œuvre sans qu'Edgar y soit pour rien. 3 fois, il reçoit pourtant la somme promise. Mais à la 4e, la personne désignée paraît jouir d'une parfaite santé. Edgar voudrait bien, pourtant, toucher les $4000. Comment s'y prendre? Se demande Kraft. Je n'ai pas de revolver et m'en procurer un est l'une des meilleures manières de me faire repérer. Un couteau? Ça se trouve facilement, oui. Mais non, cette arme ne lui dit rien car elle évoque trop l'idée du sang. Comment faire? Sans cesse, il imagine une nouvelle manière de tuer Léon Denison. L'écraser avec sa voiture? Peut-être, mais les flics retrouvent toujours les assassins qui utilisent ce moyen. Il y a toujours des traces suspectes sur la carrosserie ou les pare-chocs. Il faudrait voler un véhicule. Non. Trop compliqué, non, ce n'est pas la bonne méthode. La recherche d'un moyen pour tuer Denison lui occupe presque complètement l'esprit. De temps en temps, cependant, il revient à la réalité et se dit « Allons, laisse tomber, tu n'es pas un tueur. Allez, oublie cette folie. » Mais comment tirer un trait sur $4000?
C'est impossible. Il faut agir. Un matin, il enfile des vêtements aux couleurs ternes pour éviter de se faire remarquer et met des chaussures à semelles crêpes qui ne font pas de bruit. Puis, il téléphone à l'appartement de Denison. Comme il s'y attendait, personne ne répond. L'avoué est parti à son bureau. Il ne lui reste plus qu'à se rendre là-bas. Pas dans sa voiture, non, car on risquerait de la remarquer en stationnement, non loin de l'immeuble de Denison, ni en taxi, à cause des chauffeurs trop bavards. Non, non, non. Il utilise le moyen de transport le plus discret, l'autobus. Un phénomène extraordinaire se produit alors. La peur le quitte complètement et un calme surprenant l'envahit tout entier. Joseph H. Neyman, Raymond Anderson et Claude Pierce sont morts. À son tour, Léon Denison va mourir. Edgar n'est que le bras du destin. Il n'a aucune responsabilité dans ce qu'il va accomplir tout à l'heure. Il entre dans le salon qui donne directement sur l'entrée et cherche un objet assez lourd autour de lui. Tiens, voilà, ce grand chandelier là sur une table fera parfaitement l'affaire. Edgar s'en saisit puis revient vers la porte d'entrée. L'avoué ne reviendra pas avant longtemps. Aussi, Edgar s'assied en tailleur sur la moquette et commence à attendre dans un silence tranquille. 3 heures s'écoulent sans qu'il s'impatiente. À peine, de temps en temps, change-t-il de position. Enfin, la clé tourne dans la serrure. La porte s'ouvre et un petit homme à l'expression triste fait son entrée. Le chandelier s'abat sur son crâne. Denison s'effondre sans une plainte et ne bouge plus. Le chandelier se lève et s'abat encore 2 fois pour plus de sûreté. Mais le corps reste inerte. Cette fois, plus aucun doute. La mort a fait son œuvre. Edgar Kraft essuie soigneusement le chandelier avec son mouchoir et va le replacer sur la table. Puis il revient vers la porte et s'apprête à enjamber le corps pour sortir quand une hésitation lui vient. Est-ce vraiment Denison qu'il vient de tuer? Après tout, il n'a jamais vu cet homme. Vivement, il se penche et glisse sa main dans la poche intérieure du veston de l'homme. Il en ressort un portefeuille et l'ouvre. À l'intérieur, il y a des cartes de crédit au nom de Denison. Kraft respire. Il ne s'est pas trompé. Tiens. Il y a aussi une enveloppe avec un nom inscrit dessus, tapé à la machine. Monsieur Edgar Kraft. Dans un état second, Edgar déplie la feuille de papier machine qui se trouve à l'intérieur et lit un texte dactylographié. Merci. Depuis longtemps, je voulais mourir car mes semblables me donnent la nausée. Ils sont égoïstes et prêts à tout pour se procurer un peu d'argent. Merci, monsieur Kraft, de l'avoir prouvé une dernière fois en m'aidant à réaliser ce que je désirais le plus au monde et que je n'avais pas le courage de faire moi-même. Léon Denison. Après la signature, il y a un post-scriptum. Bien sûr, si vous lisez cette lettre, je ne serai plus là pour vous adresser, comme les autres fois, la lettre avec les billets promis. Veuillez m'en excuser. Mais, après tout, moi non plus, je ne vaux pas si cher. Adieu, monsieur Kraft.